Et en fait, quand on tombe, après, on se relève et on va être mal pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais en fait, on va apprendre faut qu'on apprend les erreurs qu'on fait. Quand je suis arrivé à Cannes, en fait, je suis arrivé avec 200 euros. Et voilà, les 200 euros, je me fais voler en fait dans mon appartement parce qu'on était en colocation. C'est pareil au travail, je me fais voler des couteaux. Je veux réussir de pas être peut-être pas tout le temps le premier, mais essayer de faire le maximum. Bienvenue dans l'ascenseur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je suis l'animatrice du podcast Bienvenue dans l'ascenseur. Dans ce podcast, je reçois des femmes et des hommes de tout âge, de toute origine, qui ont un parcours d'ascension sociale en France. Et on refait ensemble les différentes étapes de ce parcours, de leur rez-de-chaussée c'est ce que nous allons voir avec mon prochain invité. Bonjour Martin Simolka. Bonjour. Donc Martin, vous avez pris l'ascenseur social pas seulement en France, c'est ce que vous allez nous raconter. On va rentrer ensemble dans la cabine de l'ascenseur. Je voudrais que vous vous regardiez dans le miroir et que vous me disiez qui vous voyez aujourd'hui, Martin. Du coup, je m'appelle Martin Simolka, donc j'habite à Boulogne-Billancourt, j'ai 39 ans. Je suis chef exécutif de l'hôtel Le Scribe, donc dans le groupe Accor. Et voilà, donc j'ai une petite famille, je suis pacsé, j'ai une petite fille de 5 ans et demi. Et voilà, aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de rendre heureux ma fille, m'épanouir aussi dans le travail. Donc, c'est super important pour moi aussi. Et voilà. Alors, on va garder la métaphore de l'ascenseur. Avant de monter, on est au rez-de-chaussée. Vous partez d'où dans la vie ? C'est quoi votre rez-de-chaussée, Martin Simolka ? Pour mon rez-de-chaussée, c'est déjà, moi je viens de l'Allemagne, donc je suis né dans l'Allemagne de l'Est en 86, donc j'ai connu un peu l'Allemagne de l'Est avant le mur, 4 ans, même un peu après. Du coup, ma mère elle travaille pour les États comme fonctionnaire, donc pour mesurer les terrains, et mon père il travaille pour l'agriculture, et ensuite il a travaillé dans son supermarché, donc ils se sont comme séparés assez tôt, donc j'avais 6 ans. Du coup, je commençais avec ma mère. En fait, ma mère, elle nous a fait grandir. Mon frère, j'ai un frère aussi, donc qui a 5 ans plus que moi. Et du coup, on a vécu comme des moments assez compliqués. Ma mère, elle a toujours fait le mieux pour que ça aille toujours bien. Vous avez grandi seul avec votre maman. Tout à fait, on a grandi seul. Donc il nous a bien appris dès le départ. Donc on commençait à faire des petites choses à la maison, donc descendre les poubelles dès le jeune âge, faire la vaisselle. Donc c'était toujours avec mon frère. C'était un peu une journée c'était lui les poubelles, une journée c'était moi la vaisselle. Donc à l'époque il y avait encore pas nous. En tout cas, nous, on n'avait pas de lave-vaisselle, donc je pense que c'était pas assez commun à l'époque. Et voilà, donc on commençait. Moi, je commençais à travailler donc assez jeune. Je commençais à faire distribuer des magazines dans le village. Donc j'habitais dans un petit village de 200 habitants. C'était des publicités en fait sous forme de magazines, enfin de papier. Du papier, voilà. Et vous distribuiez ça dans les boîtes aux lettres. Dans les boîtes aux lettres de votre village. Tout à fait, chaque boîte aux lettres. Donc toute l'année, quand il pleuvait, quand il neigeait, quand il faisait beau. Donc le top c'était quand il faisait beau. Et le pire c'était quand il pleuvait et quand le pneu il cassait sur le vélo, donc c'était la pire journée. Mais voilà, donc je commençais comme assez tôt de travailler, donc j'étais à côté du travail, donc quand j'avais 14 ans je voulais m'acheter un vélo et voilà, ma mère elle dit si tu vas t'acheter un vélo, donc c'était un vélo qui coûtait comme je crois 400 euros à l'époque, et pour nous c'était beaucoup. Et du coup il faut que tu travailles, et du coup je commençais à partir de 14 ans pendant les vacances scolaires. Alors malgré tout ça, vous travailliez à l'école, vous alliez à l'école. Bien sûr, donc, bien sûr. Alors quel genre d'élève vous étiez ? Est-ce que vous aviez des rêves d'avenir ? Et est-ce que l'idée de vous élever, pour reprendre ma métaphore de l'ascenseur, est-ce que c'était déjà un rêve pour vous ? À l'époque, donc j'étais à l'école, donc j'étais plus ou moins bien, donc j'étais bien. Mon beau-père, elle a toujours dit,
En fait, t'as pas besoin de faire grand chose et t'es bien. Et du coup, en fait, à l'école, j'ai pas beaucoup révisé. Donc, je révisais 1 heure avant ou 2 heures avant, une journée avant, vraiment. Et je suis toujours bien sorti. Et à l'époque, j'avais pas beaucoup d'ambition de devenir quelqu'un. Pas trop. Le but, c'était vraiment de passer l'école et voilà, peut-être pas le plus mauvais, mais j'étais pas trimé d'être le meilleur à l'époque. Donc, c'était pas mon but à l'école, quoi. Mais alors, comment ça vous vient l'idée de faire un parcours dans la cuisine? Bah déjà, en fait, quand j'ai finissé mon école classique, en fait, je savais pas quoi faire. Et du coup, je me disais, bah, pourquoi pas tenter un bac en économie? En fait, le bac en économie, en fait, j'avais l'occasion aller à l'université ou pas. Et du coup, en fait, j'ai fait mon bac en économie. Et en fait, dans les 3 ans, je me suis rendu compte que c'est comme assez long d'apprendre, ça prend beaucoup de temps. Le bac en économie en Allemagne, c'est quelque chose après le baccalauréat en France, hein, c'est ça? C'est plutôt un début d'études supérieures? Tout à fait. Donc, vous avez fait quelques années d'études supérieures après le lycée? 3 ans, ouais, de 16 à c'est ça. 19 ans. Et du coup, en fait, j'aimais bien faire les gâteaux quand j'étais jeune. Et je me disais, j'étais beaucoup dans le jardin. J'avais une mamie, en fait, une dame qui me gardait dans la semaine, en fait. Comme ma mère, elle travaillait beaucoup. Mon père était plus là, en fait, elle me gardait dans la semaine. Et du coup, en fait, je faisais beaucoup de jardinage là-bas. Et du coup, en fait, on faisait des gâteaux et tout. Et comme j'aimais bien faire les gâteaux, je me disais, je pourrais devenir boulanger parce que pâtissier en Allemagne, ça n'existe pas trop. Peut-être aujourd'hui plus, mais à l'époque, quand j'avais il y a 20 ans, c'était pas aussi reconnu comme là. Et du coup, en fait, je me disais pourquoi pas faire la cuisine. Et du coup, comme je fais mon bac en économie, je me disais si je fais la cuisine, faut que ça soit comme dans une maison prestigieuse. Et du coup, je postulais. En fait, c'était un coup de tête. Je me dis, je vais être cuisinier. Des fois, je cuisinais un peu à la maison, mais vraiment rapide. Et du coup, sans formation jusque-là. Jusqu'à là, oui. Et du coup, je postulais en fait pour un apprentissage en Allemagne. Donc vraiment les plus belles maisons de l'Allemagne. Donc, moi, le but, c'était, je me disais, je fais un bac en économie. C'est quand même, si je fais ça, je pense j'aurai l'opportunité où les gens ils sont quand même plus attirés par un profil comme moi qu'un profil qui sort à 14 ans ou 15 ans de l'école qui sait pas trop travailler tout simplement voilà. Nous on a fait comme un bac en économie, c'est comme bien aussi aujourd'hui, même aujourd'hui ça me sert aujourd'hui sur le travail de faire attention pas sur ce que j'achète, ce qu'on prend comme personnel, voilà. Et du coup, je postulais dans 20 ou 25 maisons. Je fais des entretiens, pas mal. Et je fais des tests et tout dans des maisons. Il y a des trucs qui me plaisaient, des hôtels qui me plaisaient, il y a des hôtels qui me plaisaient moi. Et du coup, à Berlin, en fait, j'avais la réponse de Hôtel Kempinski. Alors, est-ce que c'est là pour vous, en fait, que l'ascenseur a commencé à bouger et à monter? Est-ce que c'est à ce moment-là de votre parcours? C'est à ce moment-là, ça a commencé à bouger parce qu'aujourd'hui, le Hôtel Kempinski à Berlin, pour moi, à l'époque, c'était le meilleur hôtel qui existait en Allemagne. Et l'hôtel est vraiment magnifique. Et quand je fais mon entretien là-bas, je trouvais tellement impressionnant. Et du coup, il m'a dit, monsieur, on va vous donner une réponse rapidement. Donc, voilà, je suis rentré. Je suis parti avec le train à Berlin. Donc, moi, je n'étais pas un grand voyageur. Avec ma mère, on est parti en vacances, mais on n'est pas parti tous les ans en vacances. On n'est pas parti très long parce que c'est assez cher. Donc, voilà. Et du coup, je suis parti à Berlin avec mon petit sac. J'ai tout préparé, l'entretien, voilà, les réponses. Je me suis renseigné sur l'hôtel et j'ai passé mon entretien et ça s'est plutôt bien passé. Du coup, il m'a rappelé. Il m'a dit, Martin, vous êtes pris. Et c'est à partir de là, aujourd'hui, ça a commencé, l'ascenseur, il a commencé à monter. Quand je commençais, c'était pas très facile. La cuisine, c'est un métier comme nous, on faisait à l'époque, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, en tout cas chez Accor, aujourd'hui, les apprentis sont beaucoup respectés. Voilà, les horaires, ils sont respectés. Mais moi, à l'époque, je faisais beaucoup d'horaires. Donc, je faisais des 10, 12 heures. Et quand on commence la cuisine, c'est dur. Hein, debout en plus. Debout.
Voilà, éplucher 120 kilos de patates tout seul. 120 kilos? Ah oui, j'avais 4 sacs. Et du coup, on a laissé un bail, je sortis sac par sac et c'était hyper long. Et c'est vrai, en fait, quand je commençais, c'était très dur. Je commençais au banquet, il y avait des gens qui n'étaient pas très gentils à l'époque. Donc, quand je venais de l'Allemagne de l'Est et venais de l'Allemagne du Ouest, en fait, il y a toujours encore, même si le mur, ça faisait déjà 12-15 ans que le mur était plus là, il y avait comme encore ce conflit et les gens, ils prenaient un peu dos haut. Et après, en fait, quand je suis passé, j'avais mon directeur de cuisine, Thomas Nezer. En fait, lui, quand m'a pris à la main, en fait, ça a commencé à bien monter. En fait, il m'a bien motivé. Il vous a pris en main? Non, il m'a pas pris en main, mais il m'a pris à côté de lui. Et je pense qu'il m'aimait bien parce que je courais tout le temps. Ouais, des fois, je n'ai pas trop réfléchi, donc je courais sans réfléchir, mais il m'aimait bien. Et du coup, il m'a poussé vers le haut. Je me rappellerai toujours, il m'a offert un petit livre, il m'a dit Martin, tu es sur la bonne route, continue comme ça et voilà, ça m'a fait tellement plaisir. C'était je crois que c'était un anniversaire ou à Noël et du coup avec lui par exemple, je suis venu en France, c'est lui Alors qui m'a justement, est-ce que l'arrivée en France, c'est pour vous le premier étage? Oui, parce que oui. C'est la première étape parce que je suis arrivé en France, je n'ai pas trop réfléchi, donc je voulais partir en Suisse à la base. Et mon chef il m'a dit Martin, non, il faut que tu pars en France, il faut que tu apprennes la cuisine française, une langue française. C'est important parce que tu vas partir en Suisse, tu vas apprendre la langue. Tu vas pas apprendre une langue en plus, tu vas parler en allemand. Souvent, c'est la facilité. Ouais. Et du coup, quand les gens jeunes, on réfléchit pas trop. Et du coup, quand je postulais au Martinez à Cannes, et voilà, mon chef, il a travaillé 20 ans avant au Martinez. Et de toute façon, c'était sûr que... Il vous a recommandé? Il m'a recommandé, c'était sûr que je vais là-bas, mais j'étais comme stressé. C'était pareil, j'étais avec mon petit sac, préparé toutes les affaires comme pour mon entretien au Köpenski. Je suis parti en avion, première fois avion dans ma vie. J'ai jamais pris avant l'avion, oui. Vous aviez quel âge? J'avais 22 ans, 21, 22 ans, voilà. Première fois l'avion. Et voilà, pour un entretien, c'était dingue, quoi. Alors, vous l'avez déjà un peu évoqué avec ce chef de l'hôtel Kempinski qui vous a aidé à quitter finalement l'Allemagne. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres personnes dans votre parcours qui vous ont aidé dans votre vie professionnelle et à qui vous estimez que vous devez quelque chose? Pas aujourd'hui, au premier déjà à ma femme. Donc voilà, elle me pousse beaucoup sur chaque nouvelle challenge. En fait, elle me pousse. Donc j'ai toujours un peu le petit peur. Et après ma mère aussi. Donc ma mère, elle est toujours là. Même s'il a toujours un peu le petit peur, elle a dit voilà, faut rester dans l'entreprise où on est. Ah oui. Rester longtemps, Mais votre mère, elle a joué un rôle déterminant dans votre parcours parce que comment ça se passe entre le moment où vous la quittez finalement, vous quittez la maison et le bac économique pour aller à l'hôtel Kempinski, c'est une vraie étape dans votre parcours. Oui, du coup, quand je suis parti à Berlin, donc on a trouvé un petit studio à Lichtenberg, donc c'est l'Allemagne de l'Est, donc c'est juste à côté Friedrichshain. Et du coup, on a vu ça avec quelqu'un dans le village chez nous. Ils nous ont recommandé. Il y avait un appartement disponible. Et du coup, ils m'ont déposé. En fait, c'était un jour, ils m'ont déposé avec la peinture et tout à Berlin. Et quand ils sont partis, j'ai appelé ma mère et je dis maman, je dis que je veux revenir. Parce qu'en fait, un coup de stress, en fait, je me suis rendu compte quand je suis arrivé à Berlin et je dis hop, là, je suis là. C'est une nouvelle vie. J'étais à 200-300 km de chez mes parents. Il m'a dit Martin, bah non, là il faut que tu y ailles. Faut que tu serres les dents et tu vas, quoi. C'est important. Et il me dit aujourd'hui encore, il me dit Martin, c'était pas facile à l'époque. Il m'a dit à l'autre, c'était il y a un an, je te posais la question. Alors quand tu m'as déposé, donc t'avais ressenti quoi, toi? Et il m'a dit bah j'ai envie de pleurer. Mais je dis Martin, faut que tu y ailles, quoi. C'est important, quoi. Alors, pendant votre ascension professionnelle, on a vu le rôle donc aussi de votre mère pendant les études et puis ensuite de ce chef à l'hôtel Kempinski qui vous a beaucoup
pris sous son aile, en fait, hein, qui vous a appris des choses et qui vous a poussé à partir, lui aussi, à partir en France. Donc là, vous arrivez à Cannes, c'est ça ? Tout à fait. À l'hôtel Martinez, Tout à fait. avec votre petite valise. Mais là, vous êtes sûr que vous êtes pris ou c'est juste pour l'entretien ? Donc, je suis parti juste pour l'entretien. Donc, je passais mon entretien avec le chef. Il parlait pas trop anglais. Moi, ça va, je parlais un petit peu, mais en fait, on parlait avec les mains. Après, en fait, c'était quasiment sûr que j'étais pris, donc j'étais quand même un peu stressé. Elle m'a demandé juste si je te motivais et si je suis impliqué. Et du coup, il m'a pris. C'est chapeau parce qu'à l'époque, comme embaucher un étranger qui parle pas la langue française, je parlais aucun mot français, qui m'a accepté de venir chez lui. Chapeau, hein. Donc, il a pris un risque, vous trouvez ? Oui, parce que c'est pas toujours évident en cuisine, parce que la cuisine c'est quand même un métier de manuel, mais il faut qu'on explique bien. Donc j'avais comme un peu mal au début de comprendre les mots. Je commençais avec sopalin. C'était quoi sopalin? Couteau et planche. Donc c'est sopalin, je me rappellerai toujours, c'est le premier mot que j'avais dans la tête. Et je suis arrivé, comme j'avais mon petit carnet. Chaque mot que je comprenais pas, je demandais au chef, est-ce que vous pouvez répéter le mot? Hop, je traduis à la maison. À l'époque, il y avait pas, on avait les téléphones, mais il y a pas les smartphones. C'était des téléphones classiques, donc on pourrait pas regarder sur le téléphone la traduction. Donc je suis rentré, je traduis le mot, voilà. Donc je fais un petit cours. Je m'achetais des disques. Avant c'était des CD, donc on apprenait le français petit à petit. Mais j'ai appris quand même plus sur le tas en travaillant et avec mes collègues, quoi. Et alors, est-ce que c'est au Martinez, dans les cuisines du Martinez, que vous apprenez à devenir un chef? Enfin, en tout cas, mieux que éplucher les kilos de pommes de terre comme au Kempinski. Je pense que j'ai beaucoup appris au Kempinski déjà, donc avec mon ancien chef Oui. Thomas Nezer. Donc j'avais fait comme pas mal de temps au gastronomie, restaurant gastronomie où il y avait une étoile au guide Michelin. Et après, le next step, j'ai beaucoup appris dans le sud, je pense, sur les cuissons. Je commençais par les garnitures, donc ça s'appelle entre métiers. Et ensuite, je suis passé, donc le chef, elle a vu que j'étais rapide, donc je me suis beaucoup investi. Du coup, elle m'a passé 3 mois après demi-chef de partie. Donc j'avais une promotion après 3 mois et il m'a mis au poisson. Mais après, au poisson, j'avais comme un peu du mal parce qu'en Allemagne, les poissons, les viandes, on les cuit comme un peu plus que dans le sud. Dans le sud, les cuissons, faut que ça soit vraiment nacré. Donc, quand on est jeune cuisinier, il y a des talents qui comprennent tout de suite. Il y a des gens qui sont ça dans la main. Mais moi, j'avais pas ça dans la main, donc j'ai appris petit à petit. Et alors, du coup, est-ce que vous avez... donc, c'est là que vous êtes devenu un chef, au moins dans votre tête? Chef, non, pas du tout. J'étais un cuisinier. J'étais cuisinier jusqu'à mes 30 ans, je pense, oui. J'ai appris, je suis passé au Martinez, ensuite je suis passé au pavillon Lodorian à Paris, Ah oui. je suis passé on a fait l'ouverture du Shangri-La, au Georges V, et quand je commençais au Peninsula, ma première place de rôle de manager, comme sous-chef, donc responsable cuisine centrale, donc room service, banquet, table secrète et le brunch. C'est là où je commençais à devenir, que j'ai appris comment devenir chef. Mais à chaque poste, en fait, ce qui est marrant, en fait, à chaque fois quand je suis arrivé quelque part, en fait, quand j'étais au Peninsula, le chef qui était sur place, il est parti 3 mois après. Du coup, je me suis retrouvé tout seul. Voilà. Et après, c'était très dur, hein, pour pas vous mentir. Étranger, j'avais peur de passer les commandes devant tout le monde. Ça me stressait quand même un petit peu. Les gens qui étaient autour, qui écoutaient. Est-ce que je vais bien le dire? On se remet en question tout le temps. Est-ce qu'ils vont rigoler? Ils vont pas rigoler? Et voilà, c'était très dur. Mais je faisais beaucoup d'horaires. Voilà, mais après je me suis accroché et c'est là où j'ai appris, je crois, le plus au Peninsula, d'être autonome et gérer comme un manager. Donc là, ce que vous décrivez en fait entre le Martinez à Cannes et le Peninsula, ce sont quand même plusieurs années dans lesquelles vous apprenez à être un jour un chef. Vous avez jamais eu le sentiment d'être bloqué entre 2 étages? J'étais déjà bloqué plusieurs fois par les étages parce qu'à l'époque c'était comme
assez compliqué pour passer pour l'étape suivante. Comme un étranger, à l'époque, j'avais cette impression, c'était comme en préférence que un employé français il passe avant ou quelqu'un qui parle peut-être un peu mieux français. Après c'est le talent aussi, c'est évidemment il y a pas que ça. Il y a des gens qui sont un peu plus talentueux, qui comprennent plus vite. Moi c'était plus compliqué, donc c'est pas ma langue maternelle. Donc pendant le service, bah oui, des fois je vais pas comprendre que quelqu'un qui parle parfaitement français. Mais en même temps, vous avez été très vite quand même, parce que entre Cannes, le Martinez et le Péninsula à Paris, combien d'années s'écoulent? Entre le Martinez quand je suis arrivé et le Péninsula, 8 ans. Bon, 8 ans, c'est vrai, c'est long. Mais en même temps, est-ce que c'est une durée anormale pour un parcours comme le vôtre? Non, c'est très correct. C'est très correct c'est quand très même. Bien. Et je pense ce qui m'a aidé pour en arriver là, je suis tombé plusieurs fois. Et en fait, quand on tombe, après, on se relève et on va être mal pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais en fait, on va apprendre faut qu'on apprend les erreurs qu'on fait. Et c'est les erreurs en fait qui m'ont aidé pour pousser plus haut. Alors, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont essayé de vous bloquer l'ascenseur? Ça a été déjà arrivé. Donc voilà, quand je suis arrivé en France, par exemple au Martinez, comme je suis passé plus vite demi-chef de parti. Après c'est pas bloqué, là ils m'ont pas bloqué, ils étaient comme jaloux de comme je suis passé avant eux, demi-chef de parti. En fait ils étaient jaloux, donc ils se sont fait leur clan. Des collègues, oui, tout à fait, ouais, des collègues. Moi j'avais un copain qui s'appelait Thomas, donc il était dans l'équipe, il m'a super bien accompagné, il était de mon côté, mais il y a quand même 2-3 personnes qui étaient un peu mon côté, mais après c'est pas grave. Aujourd'hui il faut se relever et en fait faut pas écouter, et moi je me suis mis dans le travail et voilà, il y avait le chef du restaurant. Comme j'étais toujours seul, en fait, un jour, il m'a invité, elle m'a dit, ouais, Martin, tu veux pas venir, c'était avant, en fait, on faisait 10 mois c'est une saison de 10 mois. Et à la fin, en fait, il y a juste le nettoyage de cuisine, les 2 derniers jours. Et le dernier jour, en fait, elle m'a dit, ouais, si tu veux, j'ai une petite fête à la maison. En fait, c'était l'anniversaire de sa femme. Et il m'a pas dit. Et donc, je suis arrivé là-bas, elle m'a invité, je dis, pourquoi pas, je viens. Et du coup, je cuisinais avec lui. Et après, je me suis rendu compte et je trouvais ça tellement sympa. Du chef de m'inviter, parce que des fois on se sent un peu seul en fait quand on arrive dans un pays, quand je suis arrivé, quand on arrive et par exemple quand je suis arrivé à Cannes, en fait je suis arrivé avec 200 € et voilà, les 200 € je me fais voler en fait dans mon appartement parce qu'on était en colocation. C'est pareil au travail, je me fais voler des couteaux dans mon vestiaire parce que les vestiaires étaient mal, le matériel quand c'est mal fermé, et voilà, ce que je dis aujourd'hui, c'est bloquer l'ascenseur. Oui, aujourd'hui j'étais bloqué sur certaines choses parce que j'avais plus d'argent, je pouvais pas rentrer, mes parents ils sont venus, mais j'ai hésité de demander de l'argent pour rentrer parce que je voulais qu'ils soient fiers de mon parcours. Et voilà, donc je serrais les dents et chaque mois, je remis de l'argent de côté, j'avais mon compte en banque. Dans cet ascenseur, est-ce que vous avez connu des moments où ça secouait un peu, où vous ne vous sentiez pas très à l'aise, pas légitime, où vous avez ressenti une sorte d'ascenseur émotionnel? Par exemple, quand vous passez du Péninsula au Groupe Accor, parce que c'est comme ça que ça se passe, vous allez où là? Du coup, déjà, j'ai fait mon premier place de manager au Péninsula pendant 4 ans et demi, donc j'ai resté quand même longtemps. Je suis passé de sous-chef à premier sous-chef, et après quand je fais mes entretiens, il y avait un poste de libre au Molitor, et en fait c'était libre en février, et c'était pendant le confinement, et je dis mais en fait il y a le confinement qui commençait après, et je dis à ma femme, je dis mais le poste est toujours libre, est-ce que je postule ou pas? Et en fait j'avais un peu peur parce que j'avais peur de postuler, et du coup, elle m'a dit, pas attendre, tu t'as quoi à perdre? Ce qu'elle dit à chaque fois, donc je postulais, et du coup, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, Martin, vous êtes comme assez junior, mais on va vous rencontrer comme chef, parce qu'il cherchait un chef quand même, déjà qu'il avait une background chef, quoi. Et du coup, j'ai fait mon entretien, et tout ça s'est bien passé, et du coup, je suis passé à l'étape suivante, le testing. Et le testing, c'était 12 plats. Donc, on a fait 3 entrées, 3 plats de poisson, 3 plats de viande et 3 desserts. Voilà.
Et du coup, j'étais en concurrence avec un autre candidat. Déjà là, en fait, est-ce qu'on est pris, on n'est pas pris? Il faut faire quelque chose d'exceptionnel. Et comme je suis quelqu'un moi, il faut que ça soit. Moi, j'aime bien quand c'est carré. Moi, l'allemand, il reste toujours dans la tête, même après 17 ans en France. Donc je voulais un truc super carré. Donc, je testais toutes les plats 2 fois à la maison. J'ai ramené tout mon matériel, mais vraiment tout mon matériel. Le batteur, j'ai ramené mes cocottes et tout. Au cas où, on a toujours le petit peur qu'il manque un truc, comme ça, tout est prêt. Et le premier jour, j'ai resté, je crois, à 14 ou 15 heures pour que ça soit vraiment parfait. Et le jour du testing, il y a le directeur F&B, il est arrivé, il m'a dit, Martin, vous êtes prêt? Je dis oui. J'étais prêt d'envoyer les plats et tout. Il m'a dit, vous êtes le premier candidat qui est prêt, qui n'est pas en stress et tout. Parce que j'avais demandé de l'aide et ils m'ont dit non, il faut que vous fassiez tout seul. Donc je fais tout seul. Il y a un sous-chef qui m'a aidé sur 1 ou 2 trucs parce que avant de faire le testing, j'avais un coup de stress, mais 1 heure avant. Mais le stress dans le... Ouais. L'ascenseur émotionnel. Vous perdez tous vos moyens, mais vraiment tout, hein. Et c'était Tony et je dis Tony, c'est juste chauffer un purée. Et je dis est-ce que tu peux me chauffer la purée? Et c'était juste ça en fait, il y a juste à chauffer la purée. J'étais avec tout prêt, tout. Et du coup il m'a chauffé, ça m'a rassuré et tout, je soufflais. J'avais plusieurs moments comme ça dans ma vie avec le stress en fait, comme on est étranger en fait, ça ressort des fois. En fait, on n'arrive plus à respirer. En fait, ça, j'ai appris avec le temps. Aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là. En fait, aujourd'hui, ce que je fais quand j'ai ces moments-là, en fait, je dis que hop, ça se passera bien. Je dis dans ma tête, ça se passera bien. Je souffle bien, je respire 2-3 fois et après, ça se passe bien. Et après, je fais mon testing. En fait, j'ai enlevé même mes plats. En fait, normalement, il y a un serveur qui envoie les plats. Et j'ai enlevé mes plats. Tac, j'ai expliqué. Je retournais en cuisine. Je redressais les autres plats. En fait, ça a tellement impressionné en fait les gens qui sont venus tester, le directeur général. Il y avait plusieurs personnes, il y avait les personnes du siège, Vincent Louis et voilà, donc je rappellerai toujours. Et du coup quand j'ai fini le testing, ils m'ont dit oui, c'était super, ils m'ont remercié et tout, et je pensais que j'étais pris, mais non. En fait il y avait encore le deuxième candidat, mais moi je pensais au début, j'ai annoncé, enfin je dis ouais, je suis pris et tout, et du coup j'ai rappelé, je dis non, en fait faut qu'on attend, il y a le deuxième candidat et tout. Et après finalement j'étais pris et voilà, donc c'était. Et alors pour vous c'était une très grande étape de rentrer dans le groupe Accor? C'est une très grande étape parce qu'aujourd'hui le Molitor pour moi c'était comment dire, c'est très grand. Il y a pas beaucoup de chambres, mais il y a beaucoup de restauration, donc on peut faire on fait entre 500 et 600 couverts en restauration, donc faut les sortir. Et moi, jeune chef, j'ai géré une brigade de 12 personnes. Je passe de 12 à 38 à 40, 38 et on était 45 personnes. C'est quand même, on passe à un stade de gérer 12 et après 4 fois les 12. C'était impressionnant. Donc, mettre une carte en place avant que je suis arrivé, faut mettre la carte, faut faire toutes les testings, vous voulez tout tester. Toutes les plats, comme j'étais jeune chef, ils voulaient vraiment tester la carte de la brasserie, des banquets, du rooftop. Et du coup, j'avais une grosse pression. Donc, je vais pas vous mentir, la première année, c'était c'était très difficile. Pour moi, c'est il y a beaucoup de, comment dire, de stress, de pas pression. Stress, comment dire, il y a beaucoup de responsabilités. Et je voulais bien le faire. Donc, je voulais tout bien faire. Et des fois, je n'arrivais pas à bien déléguer au début. Et après, j'ai appris avec le temps de bien déléguer. Je l'ai bien fait avant où je travaillais au pénitentiaire. Mais après, j'avais un peu moins de mal. Mais après, j'étais super bien accompagné. Donc, aujourd'hui, on a cette chance dans le groupe. Vraiment, chez Accor, qu'on soit bien accompagné. Sur les projets, il y a des cahiers de référence. Aujourd'hui, comment faire le petit déjeuner, s'il y a des questions, il y a toujours quelqu'un qui peut répondre à tout. C'est ça les groupes aujourd'hui. Ouais. Il y a la sécurité, il y a l'accompagnement et voilà. Donc on était bien accompagnés. Donc j'avais fait 3 étés. Avec le rooftop, donc c'était impressionnant qu'on fait 300 couverts sur la journée, de passer du banc. J'avais fait déjà des 300 couverts sur des banquets, mais là c'est à l'assiette, donc faut
c'est un autre style de cuisine. C'est un autre métier. C'est aujourd'hui dans la cuisine, il y a plusieurs métiers. Et puis vous avez appris beaucoup à diriger quand même aussi. Tout à fait, ouais. Donc soulager, c'est vrai en fait évidemment, il faut contrôler après, mais diriger, en fait, ça nous aujourd'hui, faut mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et ce que je fais aujourd'hui même au script, c'est aujourd'hui, par exemple, j'ai 2 sous-chefs. J'ai un qui est super fort sur les banquets et un qui est super fort sur le restaurant. Voilà, donc je les ai placés. Par contre, des fois, je les mélange, mais je les accompagne. Donc quand je les mélange, je suis avec eux, donc je viens avec eux. Et ouais, c'est super important aujourd'hui l'accompagnement donc dans les équipes. Est-ce que quand on monte dans l'ascenseur et qu'on s'éloigne de son rez-de-chaussée, est-ce qu'on a envie d'oublier d'où on vient? Ou est-ce que, au contraire, on a envie de montrer qu'on a réussi, de partager avec sa famille, ses amis d'avant, etc., notre réussite? Je pense que c'est super important aujourd'hui de pas oublier où on vient. Moi, j'ai fait toujours, ma mère m'a toujours appris de faire attention sur, déjà quand on soit respectueux avec tout le monde, donc on dit bonjour, la politesse, faire attention avec la famille. L'argent aussi quand aujourd'hui ce que je transmets un peu c'est mon rôle aujourd'hui de chef de bien gérer les coûts donc voilà de bien faire attention aujourd'hui sur ça et aujourd'hui même familial donc on essaie de bien transmettre ça à notre enfant. Alors on va parler de l'éducation que vous donnez à votre petite fille mais avant cela je voudrais savoir quel lien vous faites finalement entre votre enfance en Allemagne de l'Est et aujourd'hui, votre travail dans le luxe, faut bien le dire, parce que vous êtes le chef de l'hôtel Scribe à Paris, qui est un hôtel de luxe. Comment vous faites le lien entre ces 2 univers? On peut dire que c'est un fil rouge, donc c'est important aujourd'hui. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à mon enfance aujourd'hui parce que je suis comme un bosseur, donc j'adore travailler et ça m'a beaucoup aidé les petits jobs déjà quand j'étais jeune de travailler à gauche et à droite, de évoluer et aujourd'hui aujourd'hui ça m'a aidé pour être aujourd'hui pour travailler dans le luxe. Vous retournez voir votre famille en Allemagne? On va repartir cette année, donc on est parti avant le Covid là-bas, même bien avant parce que ma fille elle a 5 ans et demi et c'est assez compliqué parce qu'on travaille quand même avec le travail, les vacances, c'est quand même assez compliqué. Mes parents, mais il vient tous les ans, il vient une fois par an, il vient 1 semaine ou 2 semaines à Paris. Et vous avez un frère, il est toujours en Allemagne? Mon frère il est toujours en Allemagne, tout à fait. Et il fait quoi lui dans la vie? Il travaille dans la logistique, donc. Et comment ça se passe avec lui? On est en contact, oui. Après, on est en contact. Voilà. Vous avez des vies très différentes? On a 2 vies complètement différentes, donc on essaie de se contacter toutes les 2 mois. Donc on n'est pas très proches, donc c'est chacun. C'est lié, vous pensez, à votre réussite professionnelle? Ça peut être, donc des fois il y a peut-être un petit coup de jalousie, ça peut être lié quoi, un petit peu. Donc voilà, je sais qu'aujourd'hui ma mère elle est très fière de moi, donc ça c'est le principal. Donc après on s'entend super bien avec mon frère, donc. Alors puisqu'on parle de la famille, on va parler donc de l'éducation que vous donnez à votre fille. Est-ce que ça compte d'être parti de plus bas? Est-ce que ça change quelque chose dans son éducation? Aujourd'hui, ça change quelque chose. Donc, on essaie d'apprendre. Ouais, c'est plutôt ma femme qui s'occupe plus parce que je travaille comme en restauration. On fait beaucoup d'heures, donc on travaille comme le soir, beaucoup le soir. Mais votre femme, elle travaille? Elle travaille aussi, oui. Elle travaille dans la gestion de patrimoine, donc mais elle s'occupe comme une grosse partie notre fille. On essaie de comme bien apprendre, de mettre la table. Donc aujourd'hui, elle aide de mettre la table. Des fois, quand je descends les poubelles, je dis hop, Vivi, tu veux venir? On descend les poubelles, donc on descend ensemble les poubelles. C'est pareil pour cuisiner. Donc des fois, après, à 5 ans et demi, il perd vite l'envie. Donc on fait le gâteau le dimanche, on fait le gâteau au chocolat. Après, je cherche toujours des recettes super simples. Comme ça, il casse les œufs. Mais tiens, mais papa, il y a des coquilles dedans. Ça va croquer. Je dis, c'est pas grave, je vais les enlever et tout. Mais voilà, ou même tailler déjà des légumes. Même il y a 1 an, elle a déjà taillé les légumes. Et quand elle était plus jeune,
j'avais la petite sœur porte-bébé et du coup, bah, je cuisinais avec elle. Ah oui. Et on faisait la tartiflette. Donc, elle adorait manger la tartiflette et manger à la cuillère. Elle avait 3 ans ou 2 ans ou 3 ans, oui, était à fond. Donc, on essaie de toujours faire des petites activités. Par exemple, le gâteau du dimanche, quand on fait le gâteau au chocolat, elle va être décoré. On a plein de petites choses pour décorer, des paillettes, des petites. On fait un petit glaçage, voilà. Et après, décor. Après, il faut mettre les bougies. Il faut allumer la bougie. Et après, c'est l'anniversaire quasiment tous les dimanches. Tous les dimanches, d'accord. Alors, Ok. pas tous les dimanches, mais à chaque fois quand on fait un gâteau. Et les crêpes, elle aime bien faire les crêpes aussi. Est-ce que vous avez peur qu'elle ait moins l'énergie du travail que vous parce qu'elle est plus gâtée? Non, je pense pas parce que c'est quelqu'un comme franchement, il est Active? très actif. C'est un enfant calme, donc elle va pas à l'école, elle est très respectueuse, elle va pas parler travail, mais à la maison, elle est très active. Donc moi, ce que je fais souvent, en fait, quand j'ai une semaine quand elle est en vacances scolaires, bah, je la garde une semaine vraiment comme ça. Pour le moment papa et enfant, et voilà, on fait plein d'activités, on fait quasiment toute la journée, on sort, on va à Disney, on va au Kids Club, on va regarder dans un musée, voilà, donc Est-ce que vous avez l'impression que comme elle est gâtée, parce qu'elle est gâtée, non, enfin gâtée au sens positif, hein, vous lui offrez, vous lui donnez des choses que vous n'avez pas eu enfant? Je pense que oui. Aujourd'hui, je veux pas qu'il soit en manque. Donc aujourd'hui, je veux vraiment aujourd'hui, si je peux faire un petit plaisir ou acheter un petit cadeau, c'est vraiment important. Aujourd'hui, bah, les vêtements, c'est toujours moi qui choisis. Je regarde, je sais, je la connais pas par cœur. Je sais quand elle aime pas quand ça gratte. Il faut que la robe, quand c'est une robe, il faut que quand elle tourne, il faut comment dire, Qu'il y ait des volants, enfin, qui ça vole. s'envole. Il y a toujours des petites couleurs roses. Je connais parfaitement ses goûts, donc les vêtements, c'est toujours moi qui s'en charge. Aujourd'hui, nous, moi, quand j'étais petit, on n'était pas. Ma mère, elle a toujours tout fait pour qu'on a tout, mais voilà, par exemple, par semaine, par exemple, il y avait un paquet de sucré, bah, c'était pour la semaine. Et aujourd'hui, à ma fille, je veux pas faire la même chose. Évidemment, on fait attention, les choses sucrées, qu'elle mange pas trop. Mais s'il a envie de manger quelque chose, bah, on va l'acheter, quoi. S'il a envie un jouet, bah, on va l'acheter parce que c'est des activités. C'est comme des activités manuelles qui sont importantes aujourd'hui. C'est pas ça qu'aujourd'hui que ça va faire un enfant différent. Vous, Martin, vous avez pris l'ascenseur social en France, mais beaucoup d'autres n'y arrivent pas. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer dans un pays à l'échelle de la France pour que votre parcours devienne banal? Si je peux dire un truc aujourd'hui qu'on devrait changer, c'est vraiment le téléphone portable. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup en classe, Dans l'éducation? dans l'éducation. Donc les jeunes, aujourd'hui, c'est un gros problème le téléphone. Même moi, je me rends compte aujourd'hui, j'utilise quand même assez souvent le téléphone. Bah, il y a les réseaux sociaux, il y a voilà, il faut qu'on poste des trucs sur Instagram pour mettre en avant la restauration qu'on fait. Voilà, aujourd'hui, utilise comme pas mal, c'est un outil de travail quand on en a besoin pour faire les commandes et tout. Mais je pense aujourd'hui c'est important de revenir un peu en arrière, comme moi quand j'étais plus jeune, on avait un portable mais on pouvait écrire juste les messages. Voilà, c'est important d'arriver en arrière. Aujourd'hui, moi j'ai 39 ans. Voilà, dans le métro, je prenais toujours mon téléphone là, je lis mon premier livre, donc ça fait longtemps que je n'ai pas lu. J'ai pas trop aimé lire, et des fois on peut changer. Donc aujourd'hui, ça m'a changé. Donc actuellement, je lis L'Alchimiste. Donc c'est très intéressant et ça fait passer le temps. Dans le métro, je vois en fait dans le métro, ça fait vraiment. C'est triste aujourd'hui, même les gens qui se connaissent, bah, ils sont sur leur téléphone et en fait ça fait pas évoluer en fait ce que je dis en fait le livre. Pourquoi lire un livre? Parce qu'aujourd'hui on va se faire évoluer dans notre vie. On peut avoir 39 ans, on peut avoir 40, on peut avoir 50 ou 60. Aujourd'hui on a besoin de faire travailler notre cerveau, et le téléphone en fait ça nous enlève tout ça en fait aujourd'hui, qu'on ne travaille plus avec notre cerveau. Et est-ce que vous voulez dire aussi que dans l'apprentissage de la cuisine, c'est un facteur de déconcentration? Effectivement, donc des fois on voit les apprentis, bah, ils sont là au téléphone là, on arrive en cuisine, hop, ils rangent vite fait,
Ouais, ils sont déconcentrés, je pense. Ils attendent un message. Ouais, ils se préparent pour la soirée. Et c'est compliqué parce que dans votre métier, il faut une concentration d'une précision, mais extrême, non? Bah, je pense, faut pas. La cuisine à l'époque, c'était très militaire. Donc aujourd'hui, je pense, on est arrivé après le Covid, quand même dans une époque un peu moderne, un peu. Moi, je n'interdis pas le téléphone complètement, mais au moins respectueux de dire qu'aujourd'hui, bah, service c'est service. Faut qu'on soit concentré. Aujourd'hui, on est là pour satisfaire les clients. C'est le plus important. Donc, on a besoin que le téléphone, il faut qu'il soit pas là, quoi. C'est important, quoi. Et alors, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des jeunes qui voudraient prendre l'ascenseur social en France, mais qui ne sauraient pas comment s'y prendre, voire à des jeunes qui ont peut-être ces capacités-là, mais qui n'ont pas conscience de la capacité qu'ils ont de s'élever socialement? Je pense aujourd'hui tout le monde y peut arriver. C'est juste faut se donner. Faut se donner les moyens aujourd'hui parce qu'aujourd'hui au premier obstacle on va dire on va pas arriver. Des fois faut tomber. Des fois faut tomber 5 fois, 6 fois, 7 fois pour arriver ce qu'on veut. Aujourd'hui ce qui est important qu'on garde vraiment en perspective ce qu'on veut devenir. Moi ma perspective c'était toujours devenir chef exécutif. Petite anecdote, quand je suis arrivé en France, je m'ai acheté le magazine Le Turiès, donc c'est comme assez reconnu en fait dans notre métier du coup je dis si un jour je pourrais être dedans ça c'est vraiment exceptionnel et cette année bah c'est arrivé en 2025 on était avec toute mon équipe évidemment donc c'est un travail d'équipe aujourd'hui parce qu'aujourd'hui où je suis sans mon équipe je serais pas là donc on est dans ce magazine donc on a fait 6 pages sur 3 différentes recettes et voilà à l'époque je me disais bah je vais pas arriver mais en fait finalement je suis arrivé à la fin donc faut juste donner les propres moyens et on y va quoi. Alors justement j'ai 2 questions. La première c'est à quel moment vous vous dites je vais devenir chef et ne plus être cuisinier? C'était à l'époque quand j'étais au Peninsula, donc j'étais là pendant 4 ans et demi et je me disais bah c'est bien de travailler pour un chef, mais c'est mieux d'être chef et être le visionnaire. Aujourd'hui, un chef c'est un visionnaire, donc il guide son équipe vers quelque chose, une vision de cuisine, une vision de management, une vision globale quoi sur tout ce qu'on fait. Donc je pense que c'est le petit déclic qui m'a fait aujourd'hui bah même aujourd'hui je pourrais plus je pense que ça me ferait mal de redescendre et être sous-chef pour quelqu'un parce qu'aujourd'hui bah je passe cette étape et je veux je veux que c'est moi qui guide l'équipe qui dit que voilà aujourd'hui on va faire ce plat on va goûter ça c'est pas on fait beaucoup de tests en cuisine sur des plats, sur des choses comme ça. Donc, guider les gens vers la bonne direction. Aujourd'hui, quand on est sous-chef, on va guider une partie de l'équipe. Mais moi, j'aime bien de guider toute l'équipe. Voilà, aujourd'hui, je suis en charge de la cuisine, la pâtisserie et la planche. Donc, j'ai quand même un responsable dans chaque service. Mais c'est quand même moi qui guide tout le monde. Donc, je pourrais plus redescendre Alors, ma deuxième question, c'est vous l'avez dit, hein, comme une espèce de leçon finalement, il faut rater et se relever à chaque fois et ne pas se décourager. C'est quoi la clé pour vous, Martin Simolka, de ne pas se décourager devant un échec ou un moment où ça marche pas, on rate? Comment vous faites? Du coup, bah à l'époque quand j'étais tout seul, bah je faisais tout seul, donc j'avais personne pour m'aider, donc je me suis relevé tout seul. Ce qui était compliqué quand je suis arrivé en France, quand je suis arrivé à Paris. Même à Paris, quand je suis arrivé, c'était très dur de commencer mon premier emploi. C'est pas pareil comme dans le sud, donc les mentalités sont complètement différentes. Voilà, donc j'étais tout seul, me relever à chaque fois. Donc c'était très dur pendant 2 semaines, 3 semaines. On dit voilà, on n'arrive pas. Mais j'ai toujours dans la tête, en fait, j'arrive pas à tomber. Je veux réussir
de pas être peut-être pas tout le temps le premier, mais essayer de faire le maximum pour le faire. Et après, pas dans le temps. Après, c'est des amis qui sont. Faut parler. Quand il y a un échec, on parle. Surtout, faut parler. C'est important de parler, se lâcher. Faut qu'on se libère ce échec. Et après, quand il y a des bons amis, ils vont aider pour rebondir. Et là, aujourd'hui, c'est ma famille qui me fait rebondir. S'il y a un échec, ils me font rebondir. Ils disent, voilà, c'est pas grave, on est là et c'est principal. Ce que je me dis aujourd'hui, quand j'ai un échec, ça peut être un plat raté, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être un échec dans la vie. C'est aujourd'hui, je sais que j'ai ma famille et c'est pas grave. On oublie et on repart sur du neuf. Et est-ce que vous êtes engagé d'une façon un peu plus collective envers des jeunes qui voudraient travailler dans une cuisine, mais qui viennent peut-être d'univers défavorisés, etc. Oui, aujourd'hui, on travaille avec des étoiles et des femmes. Donc on aide vraiment. C'est une association en fait qui aide en fait aux femmes de retrouver un travail, de comment dire, se remettre en fait comment dire, en mouvement et aider aussi en contrepartie par les États. Il y a une partie qui est prise en compte pour la charge de garde d'enfants parce que des fois ils peuvent pas travailler parce qu'ils gardent leur enfant ou sont pas de garde et voilà. Aujourd'hui c'est la deuxième année qu'on fait ça, donc qu'on a 2 stagiaires en fait qui viennent pendant une année, ou apprentis, on peut dire apprentis, qui restent avec nous, qu'on accompagne. Donc c'est des gens qui sont peut-être jamais fait le métier, qui rendent, franchement c'est chapeau pour les gens qui des fois ils sont jamais fait le métier, des fois ils sont fait autre chose. Donc l'année dernière il y avait un candidat qui s'appelle c'est Ahmed, donc qu'on avait finalement embauché. Mais j'aime bien donner les chances aux gens de rentrer dans notre métier parce que c'est un métier tellement magnifique. On apprend toujours, même aujourd'hui, moi, après 20 ans de cuisine, j'apprends toujours sur des nouvelles techniques cuisine, sur des nouveaux plats, sur des nouvelles associations, sur le management, sur plein de choses, quoi. Donc, c'est quoi le prochain étage pour vous, Martin Simolka ? Moi, mon prochain étage, c'est de monter, d'avoir soit un hôtel plus grand, donc avec plus de chambres. Aujourd'hui, on a 201 chambres au Scrim. Donc c'est déjà pas mal, mais avec plus de restauration, plus de pôles de restauration ou plusieurs hôtels, donc gérer 2-3 hôtels. Voilà, c'est mon but après pour plus tard. Donc aujourd'hui, là je suis au Scrib. Voilà, on essaie de faire une belle cuisine. On a fait remonter tout ce qui est restauration, les clients. Donc on a plus de clients. Donc merci beaucoup Martin Simolka pour ce voyage dans votre ascenseur. Bienvenue dans l'ascenseur.